c'est Alain Chienfort. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet vraiment très intéressant, plutôt culturel, assez vidéoludique, fort culte, bien esthétique mais surtout culturel. Je pense avoir déjà dit, autant le répéter, c'est l'angle principal de la vidéo. Culturel, en un mot s'il vous plaît, nous ne sommes pas cruels. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps pour ceux et celles qui furent trop occupés à mirer la belle vignette pour lire le titre de la vidéo, car là, maintenant, sans plus attendre, je vais vous causer, sans perdre de temps, même pas un instant car votre quotidien m'importe, de l'impact culturel, le mot est dit, de Grand Theft Auto Vice City. Un des jeux les plus importants de l'histoire de notre discipline. Discipline que dis-je? De notre art, le seul vrai, celui qui bien que numérique nourrit nos âmes sales d'univers à visiter, tandis que notre quotidien devient carcéral. Vivre ailleurs, être là-bas, par l'esprit, du bout des doigts, sans tarder. Maintenant, je vous emmène dans le passé pour rencontrer, juste à temps, un phénomène de mode habituel aux échos encore présent maintenant. Tout ça après un générique qui, lui aussi, est très culturel. Sortez les cahiers, prenez votre feuille de papier ministre, la plus propre, tant que faire se peut, écrivez lisiblement votre nom dans la marge si nécessaire, tracez la marge, on sait jamais, certains élèves préfèrent économiser quelques euros chaque année en achetant un stock de papier inférieur, mais pour des raisons de lisibilité, je vous demanderai de suivre la procédure idoine. Ce sera comme ça. Oui, je ne m'appelle pas Alain Chienfort. Vous y êtes? Bien. Marquez nettement la question du jour en haut de la feuille. Quels sont les 3 effets culturels majeurs du jeu vidéo? Je répète pour ceux qui tardent, quels sont les 3 impacts culturels majeurs du jeu vidéo Vice City, en 2 mots, n'oubliez pas les majuscules, sorti sur PlayStation 2. La question est vaste, astucieuse, mais surtout d'une taille susceptible à être adressée en 3 pages. Telle est la limite d'espace réservée à cette nouvelle série d'un style très viril, je crois, peut-être, qui sait. La plupart des historiens s'accordent pour admettre que le plus grand accomplissement de ce fameux titre écossais consiste à avoir introduit toute une génération de joueurs au canon majeur de la culture, celle avec un Q majuscule, ce n'est pas sale. Qu'il soit question de ses influences cinématographiques, de certains des acteurs présents au générique ou tout simplement de sa musique, le titre Rockstar North est indubitablement esthétique. Un résumé d'influences, très varié d'ailleurs, ça va de soi, il ne privilégie pas vraiment l'un ou l'autre angle de l'époque concernée pour juger sa valeur, mais effectue plutôt une sélection érudite de ce que chaque mouvement proposait de meilleur. Se permettre ainsi une vision élargie de la question pour en résumer les points saillants est l'un des avantages évidents d'avoir ici un titre écrit par des personnalités fortes plutôt que par un panel de yes-men fiers d'être la propriété d'une multinationale. Nous en sommes déjà en effet au stade de l'exposition où nous mentionnons des noms. Rockstar Games, en résumé, c'est 3 personnes. Les frères Hauser, Dan, d'un côté, Daniel à l'état civil, formé comme géographe, ce qui explique pas mal de choses, il représente la portion créatrice de la fratrie. Il a, en effet, donné le ton à l'intégralité des titres Rockstar. Scénariste, doubleur, producteur, c'est par ce rôle qu'il rejoint son frère Samuel, pour son comptable. Lui se spécialise dans l'intégrité stylistique des titres. L'une des rares phrases que l'on puisse trouver de lui sur l'internet mentionne que son effort en ce qui concerne la trilogie Grand Theft Auto consistait à s'assurer que ce titre ait un style, un feeling, un ton et une histoire qui fonctionnent. Remarquez l'importance de la nuance, style d'un côté, fonctionnalité de l'autre. Parmi ces rares citations, nous trouvons celle-ci plus intentionnelle. Samuel pense, comme tout bon anglais bossant en Écosse sur des titres américains, que ces jeux sont censés représenter une forme de regard distordu de l'East Coast à travers les âges. Les frères Hauser ne sont cependant pas seuls aux commandes, il faut toujours un 3e homme. Et ici, ce n'est pas n'importe lequel, j'ai nommé Leslie Benzies, clé de voûte de la série, génie encore trop mal compris, c'est son départ de la
compagnie qui a lancé Rockstar sur bientôt une décennie de surplace. Remarquez l'épais silence. Personne ne mentionne même l'existence d'un plan pour se lancer un 6e Grand Theft Auto. Mais je m'avance. Ici, c'est Vice City. Sans Leslie, la série n'existerait pas. De manière étrange, d'ailleurs, cette première trilogie, la seule terminée, autant le remarquer, n'a pas été érigée de la manière dont le sont la plupart des licences. Vous n'avez pas de lead game designer, juste un producteur central qui délègue ce qui doit l'être. C'est lui, Leslie. Il s'assure que l'ensemble finisse par soutenir l'esprit du scénario écrit par Dan et son équipe. Serait-ce un indice? Oui. Voici donc la première réponse que vous étiez censé trouver. Vice City, virgule, dans la tradition locale, virgule, est un titre réalisé de manière décentralisée par des artisans que l'on laisse œuvrer sur leurs diverses spécialités. Point. Une technique qui fit autrefois le succès d'une autre compagnie connue pour ses efforts qualitatifs. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle s'appelait, de mémoire, Vulve. L'autre impact du titre, vous l'entendez sans vous en rendre compte depuis le début de la vidéo. Notez ça sur votre feuille d'examen. Cette fois, il est auditif, l'examen. Je pense, donc je suis, que Vice City a sauvé la musique des 80s pour toute une génération par la puissance de sa bande-son. Qu'il soit question de sa sélection, très généreuse, qui introduit avec aisance les débuts du hip-hop, résume aussi son extrême opposé que sont les New Romantics, tout en ménageant une place de choix aux derniers échos du rock and roll, comme style dominant du moins, mais aussi l'essence du funk. Votre âme s'y trouve, assurément, quelque part, dedans. On pourrait penser qu'une compilation pareille eût été réalisée par la librairie du Congrès à des fins pérennes. Qu'à cela ne tienne, c'était juste pour un jeu. Sans parler de l'efficacité satirique du titre, résumé à merveille par ses divers DJ, chacun au centre d'une historiette tirée de l'art désuet du radiodrama. Tous perdus dans leurs petits dilemmes américains. Publicité parodique, faux semblants, débat hermétique, un petit microcosme de leur douce folie. C'est un délice. Soit, vous le savez, passons, mais si un groupe, un seul, peut se targuer d'avoir été sauvé par Vice City, c'est bien Hall & Oates. Soudain, ce texte vient de prendre une dimension bien plus culturelle. Ils étaient devenus, par effet d'émulation, une plaisanterie surannée. Pourtant, ce duo, reconnu comme celui le plus couronné de succès de l'histoire de leur industrie, a vu leur carrière au point mort être lancée en modèle réduit par les sirènes de Vice City. Je me souviendrai toujours, moi, Alain Chienfort, de la première fois que j'ai entendu les deux génies du Blue Eyed Soul. L'histoire mérite d'être racontée, planquons le décor. 16 ans, très stone, 3 heures du matin, je venais de sauver l'équivalent polygonal de ces vampes que cette ville fictive située en Floride a su placer dans l'imaginaire des adolescents de la planète entière. Elle et moi venions de monter dans ma décapotable, une Infernus rouge, la clé, sur le contact d'un déclic, le bolide s'éveille. Au loin, le soleil se lève, hasard du destin ou bien effet programmé, qui sait, avec l'astre solaire, la stéréo s'éveille. Percussion trafiquée, 3 couches de clavier, puis une voix unique s'en échappe, celle de Daryl Hall. Chaque parole, comme le reflet d'une réalité masquée, devient une évidence. Est-ce là ce que l'on décrit quand on parle d'avoir le cœur brisé? Peut-être ne m'étais jamais remis de ma dernière rupture. Maintenant, je le savais, drogues et vidéoludisme ne m'avaient pas sauvé, ni même fait oublier la forme de l'être aimé. La preuve, Vice City m'avait fait l'effet d'une épiphanie. Un simple produit de divertissement? Pas vraiment, mon âme est dedans. Le temps du sommeil était venu, mais pas avant d'avoir découvert quel morceau venait de changer ma nuit. Par chance, parfois, la vie vient avec un mode d'emploi. Vice City est cependant aussi connu pour avoir utilisé avec beaucoup d'intelligence le concept de la célébrité. En termes diégétiques, sortez si nécessaire votre dictionnaire, ce concept est central. Chacun veut devenir célèbre ou riche. En Amérique, les deux termes sont souvent synonymiques. Qu'il soit question de Tommy Vercetti et son parcours parallèle à celui de Tony Montana, ou Candy Sachs, dont la trajectoire caractérise peut-être avec le plus de précision comment les frères Hauser considèrent le rêve américain. J'imagine que même Ken Rosenberg, l'avocat véreux au diplôme trafiqué, tombe dans cette catégorie. Lui aussi espère augmenter son influence, toucher les cimes de la société, devenir quelqu'un. En prenant du recul, le seul personnage doté d'une motivation plus ou moins pure reste celle de votre partenaire Lance Vance. Sa trahison vient de loin, reste justifiée par un besoin de vengeance remontant à des années. Passons. L'angle d'attaque le plus fascinant de ce titre, réalisé à l'époque où les stars tombaient rarement dans ce genre d'écart, consiste à avoir rempli chacun de ses rôles
par quelqu'un, sous-entendu un acteur respectable. Rien que leur protagoniste reste un tour de force. Ressusciter la carrière de Ray Liotta, qui fut d'ailleurs tué dans d'étranges circonstances après une puissante performance dans Goodfellas, est en soi un doigt d'honneur au destin. S'offrir par la suite quelques acteurs oscarisés comme Bill Fichtner ou Dennis Hopper confirme l'idée. Même leurs plus petits rôles sont dotés de voix familières, qu'il s'agisse de celles de Lee Majors, Gary Busey, Burt Reynolds, Danny Trejo ou encore de Jenna Jameson. Réunir un panel aussi large autour d'un seul projet serait de nos jours impossible. Le domaine est devenu une telle industrie que la simple mention d'un rôle dans un jeu vidéo fait tilter les yeux des agents intéressés. Or, intéressés, les agents, ça va sans dire, le sont. Et pourtant, le petit titre sans autre prétention que celle d'être une parodie a pu s'offrir pas trop cher, tant d'acteurs légendaires. C'est une autre époque, limite plus sympathique, celle d'avant l'inflation. Mais là n'est pas notre troisième point, je l'ai choisi plus subtil. Pour le préciser, nous devons parler vite fait d'un concept particulier, celui du litmus test. Imaginez que vous postuliez à un poste haut placé, administratif, militaire, législatif, très haut placé. Une question pourrait vous défaire. Elle peut être factuelle ou bien théorique, mais ce qui compte dans cette situation, c'est que votre réponse colore dans l'esprit de l'examinateur la manière dont vous voyez le monde. L'exemple que je prends souvent lorsque j'explique cette idée à ceux qui l'ignorent est celle-ci. Pensez-vous qu'un professeur puisse, d'un point de vue éthique, entretenir une relation romantique avec ses élèves? La question est large, peut se débattre, mais si la réponse vous semble être oui, peut-être ne devriez-vous pas travailler dans une maternelle. Telle est la teneur du litmus test, c'est un garde-fou, une limite morale tangible, le dernier obstacle d'une société contre ses rebuts. Mais quel rapport avec le jeu vidéo Alain Antange? Oui, Antange s'est levé soudain du fond de l'auditoire. C'est très simple. Sans le savoir, Vice City contient le litmus test le plus violent de sa génération. Ici, il prend les traits d'une mission, vous devinez déjà laquelle, celle de l'hélicoptère télécommandé. Au panthéon des objectifs casse-bonbons, c'est le paroxysme que nous approchons. Il est peut-être bon préciser que, de manière générale, le gameplay rockstarien de l'époque est assez médiocre en fait. La conduite, quoique iconique, est surtout un concours de savonnette. Demeurer plus qu'un peu sur la route reste un effort même avec tous vos pneus. Quant au gunfight, ils étaient plus ou moins corrects à la souris, mais nombreux sont ceux à les avoir subis sur PS2. Alors imaginez ceux qui vécurent ceux de sa suite, sur PSP. Pensez-vous qu'il soit aisé dans un contexte pareil de poser, puis faire exploser diverses charges dans un bâtiment en pleine construction à l'aide d'un jouet téléguidé? La réponse est non. Surtout que tout joueur ayant passé quelques heures sur le titre se souvient avec effroi que le meilleur du jeu se cache précisément après cette mission butoir. Elle est placée sur votre chemin, ce n'est pas un hasard, comme une forteresse censée séparer le bon grain de l'ivraie. La leçon est rude, mais ne participe-t-elle pas aussi d'un commentaire utile sur la culture des 80s? Une décennie rude. Aux charmes évidents, mais certes propulsés par une croissance obtenue par des techniques négociatoires d'une violence notoire. Rien qu'avec ce test, je le répète, ce litmus test, Vice City démontre une compréhension profonde de l'époque qu'il parodie, une tendresse peut-être aussi pour son sujet. Car voyez-vous, certains écrins ne sont pas réservés ou tout venant, non, ils se méritent au prix d'efforts, parfois insensés, souvent cruels, car si les années 80, cette décennie de ma naissance, m'ont appris quelque chose, c'est que pour obtenir le meilleur, il faut travailler, faire un effort et fort le faire, car rien de bon ne vient à ceux qui refusent les combats du quotidien. Merci d'être venu, ce n'est pas ça, rendez-vous dans un futur dystopique.